Alors, bienvenue une fois de plus à La Liberté vous invite. C'est la dernière de la saison 2015-2016. C'est la dernière fois que nos panélistes ici sont invités avant une prochaine rentrée en septembre, où nous avons déjà déterminé des thèmes qui sont importants pour le développement de la francophonie au Manitoba et du bilinguisme en général. C'est effectivement sur le sujet des parents engagés, sur la revendication des parents, que nous allons faire nos thèmes de rentrée. Alors je vous invite dès septembre à La Liberté pour ce thème de la liberté avec les parents. Et nous inviterons aussi, ce sera un petit peu spécial parce qu'on invitera des parents de foyers mixtes et nous demanderons à des anglophones de venir nous parler de comment ils vivent le soutien à la francophonie à l'intérieur de leur famille. Alors, ça sera la première fois que La Liberté aura une conjonction, en tout cas une discussion plurielle avec des langues plurielles. Alors, merci à tous d'être venus. Merci à ceux qui nous suivent de l'autre côté de l'écran, parce qu'on a vu qu'ils sont de plus en plus nombreux. Les dernières Libertés vous invitent, ils étaient plus de 200 à nous suivre derrière leur écran. Alors je crois que ça montre un intérêt grandissant et nous serons là dès septembre pour continuer cet intérêt, ces discussions, ces débats et ces échanges d'idées. À bientôt. Et j'aimerais vous souhaiter, moi aussi, la bienvenue à cette soirée La Liberté vous invite, en mon nom et au nom de toute l'équipe du journal. Cette soirée nous est rendue possible grâce à la collaboration des productions Rivard qui nous prêtent son équipement. Alors, merci à toute l'équipe de Rivard pour cet appui. Bienvenue donc à ce panel de discussion sur l'ébauche du plan stratégique de la communauté francophone du Manitoba 2017-2035. Le but de la discussion est, une fois de plus, de participer, de stimuler aussi la discussion sur ce que contient l'ébauche, cette fois-ci, du plan stratégique, et pour assurer une plus grande participation aux rencontres de validation qui auront lieu les 20, 21 et 22 juin. Alors, avant de présenter nos invités, quelques petits rappels très rapides. D'abord, je vous invite à éteindre vos téléphones portables. Ensuite, participation de l'assistance, elle est grandement sollicitée et appréciée. Alors, lors de la discussion, s'il vous plaît, rappelez-vous de la règle des 5-1. Je l'ai évoquée la dernière fois à La Liberté vous invite. C'est la même règle. Une main levée, un nom, s'il vous plaît, une question adressée à un des panélistes dans une durée d'1 minute. Et puis, je vous rappelle de rester une fois que la partie formelle de la soirée sera terminée, où il y aura occasion de savourer quelques petites dégustations ensemble. Je crois que c'est de la pizza. OK. Dégustation. Alors, nos invités, eh bien, nous avons Éric Plamondon, citoyen engagé, qui jusqu'à tout récemment a beaucoup œuvré dans le milieu artistique. Et nous avons aussi Diane Bazin, qui est citoyenne dynamique, très présente au rural, entre autres. Roxane Dupuis, elle aussi, est une citoyenne engagée, très engagée même parce qu'elle a été candidate aux dernières élections provinciales et elle œuvre depuis de nombreuses années avec les jeunes. Et Jacqueline Blais, bien Jacqueline, ce soir, je vous laisse nous expliquer en quelle qualité vous allez nous parler. Présidente de la Société franco-manitobaine, membre du comité directeur des États généraux. À vous de... Membre du comité directeur des États généraux, étant donné que les autres membres n'étaient pas disponibles ce soir. D'accord. Alors, j'ai décidé de porter ce surpoids-là ce soir. Okay. À un moment donné, je crois que vous me l'aviez expliqué, mais en tant que président, vous siégez au comité directeur. C'est ça comme observatrice. Comme observatrice. Au comité directeur, c'est exact. Donc, l'observatrice ne vote pas, par exemple? Absolument. OK. D'accord. OK, merci. Bien, première réaction. D'abord, cette ébauche préparée par PGF Consultant a été rendue publique le 6 juin dans le cadre des États généraux de la francophonie manitobaine. Elle confirme les axes stratégiques qui avaient été identifiés lors des cafés citoyens de 2015 et qui ont été consolidés au grand rassemblement des États généraux du 23 avril dernier. Les rencontres de validation auront lieu la semaine prochaine, donc les 20, 21 et 22 juin.
il était donc important pour nous à la Liberté, avant ces rencontres de validation, de vous laisser la parole pour savoir comment vous avez reçu cette ébauche du plan stratégique, parce que vous êtes des acteurs dans les domaines directement rattachés à la réalisation de ce plan stratégique. Alors, une première question, comment avez-vous reçu cette ébauche? Par courriel, non? C'est la réponse qu'on cherche. Accueilli. Oh, d'accord. Non, je taquine vraiment. Je l'ai reçu avec beaucoup d'ouverture. Je pense que j'ai eu la chance de participer à plusieurs cafés citoyens à différents niveaux. J'ai aussi eu la chance d'animer plusieurs cafés citoyens. J'étais présente le 23 avril lorsque nous avons étudié et décortiqué les résultats de la recherche de l'Université de Saint-Boniface. Puis, j'ai été, pour la plupart, agréablement surprise de voir que les mots-clés que moi j'ai entendus le 23, et puis que j'ai aussi entendu dans la discussion des cafés citoyens, qu'ils revenaient dans le plan stratégique. Les mots-clés comme quoi, Roxane? Le plus gros pour moi, c'est fierté. Parce que je pense qu'on peut parler de services, on peut parler de structure, d'organisme et tout ça, mais si les gens n'ont pas le goût de bénéficier ou de profiter de toutes ces choses-là, ils n'ont pas la fierté, puis s'ils n'ont pas le goût de le faire, ça finit là. Et puis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Diane, je vous vois beaucoup hocher la tête. J'appuie tout ce que Roxane vient de dire, absolument. J'ajouterais peut-être le mot communication, qui a sorti assez souvent. Au rural aussi, la préoccupation avec la petite enfance. Et généralement, tu es capable de vivre ta vie du début à la fin en français. Tout les services qui viennent avec ça. Ça, c'est une partie que j'ai entendue et que je vois dans l'ébauche. Pour le rural, c'est donc très important d'avoir ce parcours du début de sa vie jusqu'au... J'imagine que c'est le cas tout partout, mais on n'a pas nécessairement accès à tous ces services-là. Surtout pas si on pense aux communautés éloignées, à Laurier, Sainte-Rose, Saint-Georges. On n'a pas tous les services qu'on a peut-être ailleurs. D'accord. Éric? Je ne sais pas si je veux me lancer dans le rôle de protagoniste tout de suite, mais le plan stratégique a été reçu avec grande anticipation, je dirais, du sens que c'est un processus qui date de 2-3 ans, où on croyait au processus, du sens qu'on savait que c'était un projet de société, c'était un processus de société où on voulait vraiment entendre d'autant de personnes que possible. Et je suis du même avis que les conversations et les mots-clés qui ont sorti durant ce processus se retrouvent dans les États généraux et aussi dans le plan stratégique. Mais ce plan ici, c'est vraiment le document qui a la plus grande importance, du sens que comment est-ce que tu synthétises ce qu'on a recueilli comme témoignage et comment on se donne un plan pour avancer. Comment est-ce que nos organismes se greffent à ce plan-là? Comment que nos organismes doivent se modifier? Comment nos organismes font des soumissions pour du financement basé sur ce plan stratégique? Donc, comment est-ce qu'il a été reçu avec grande anticipation? Comment on le lit? Je suggérerais qu'on le lit comme une ébauche, où il y a des questions de forme, de consistance, de priorité, comment on a priorisé, de divergence en mots aussi, du sens que, puis c'est là où on doit avoir une compréhension commune de quel mot qu'on utilise et ça veut dire quoi, du sens que certains items qui sont présentés comme un axe, ou ce qu'on dit qu'on veut une loi qui rassemble tous nos services, on en a une. Selon moi, c'est une méthode. C'est un objectif qu'on se donne, c'est pas un axe. Et si on est pour entrer dans les méthodes, et je crois qu'on devrait, où sont les autres? Et d'où ce qui découle ou comment ils vont découler. Donc, c'est une ébauche, selon moi, qui pose encore beaucoup de questions de structure de comment est-ce qu'on va avancer comme individu, mais aussi comme organisme vis-à-vis de ce plan-là. D'accord, merci Eric.
Et peut-être Roxane ou Diane, vu que vous êtes dans un mode de réception de l'ébauche, est-ce que vous êtes de l'impression, comme Eric, qu'il y avait peut-être des choses à peaufiner, à retravailler? Certainement. Oui. C'est une ébauche. Alors, Ben, moi, qu'est-ce qui vous aurait sauté aux yeux, par exemple? Il y a plusieurs choses. J'en ai noté quelques-unes dans le document, puis j'en ai retenu quelques-unes en faisant la lecture, mais je reviens à le terme puis l'utilisation du terme francophone puis francophile, puis tout cet étiquetage-là. On n'adresse pas vraiment ça dans le plan stratégique, puis pourtant, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans les cafés citoyens, puis même encore le 23 avril. Donc, si je me rappelle clairement, ces mots-là désignaient aussi des groupes cibles qui étaient ciblés par le comité directeur. Oui, mais je pense qu'un plan stratégique pour l'avenir devrait prendre ça en considération, puis veiller à utiliser des termes qui sont plus, qui englobent peut-être plus de gens que toujours mettre les étiquettes. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, donc. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont absents des considérations? Est-ce que j'ai manqué le début Est-ce que vous estimez que c'est comme, disons, les francophiles? Est-ce que vous les trouvez absents? Non, pas du tout, mais je ne suis pas sûre qu'on a besoin de les étiqueter ainsi. Ah, OK, je comprends. Je vais donner un exemple concret, puis c'est un peu là, soyons consistants dans ce qu'on a affirmé avec les États généraux, dans ce que du moins ceux que j'ai participé, puis du moins de la lecture de la part des États généraux, les francophiles font partie de notre communauté, sont déjà des leaders de notre communauté. Donc, oui, c'est un groupe à développer et à cibler, tel que plusieurs autres, mais là, quand on rentre dans le plan stratégique et qu'on dit spécifiquement qu'on doit identifier les acteurs clés francophiles sympathiques à la cause des francophones et en faire des champions des ambassadeurs. Mais ça va contre tous les autres items qu'on a identifiés puis les axes qu'on voulait se donner. Du sens que c'est là où je me dis, en bon vouloir, il y a certains de ces items-là qui se sont glissés, qui sont inconsistants et qui doivent être adressés. J'aimerais revenir à ça. C'est certainement quelque chose qui mérite d'être discuté. Je voulais un commentaire de Diane aussi par rapport à ce qui resterait à retravailler. Bien, pour moi, un plan stratégique, c'est le premier but, c'est l'ébauche. Ensuite, on doit travailler davantage sur le détail, le plan d'action. Et c'est là où, pour moi, ces affaires-là vont être adressées, on va tomber là-dedans. Puis bien sûr, moi, je suis toujours la femme d'action. Ça, je veux vraiment, on y va. Comme ça qu'on peut commencer avec vraiment l'avancement de projets qui vont aller. Mais je comprends qu'on fait une étape à la fois. Il y a beaucoup, je suis d'accord, mais c'est ça le jeu. Il faut commencer à quelque part, puis on commence avec le plan stratégique. D'accord. Je cherche un peu peut-être du concret. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui vous a vraiment sauté aux yeux par rapport à... comme Eric a souligné, peut-être une contradiction, du moins apparente, entre la définition de la communauté francophone qui est donnée dans le plan, dans l'ébauche, et puis ensuite l'emploi du mot francophile dans d'autres sections, quelque chose de ce genre. C'est une discussion qu'on a eue depuis plusieurs années. Et donc, ça ne me surprend pas qu'elle n'est pas encore claire. Là. Je trouve que c'est quelque chose qu'on aura à travailler dessus. Il semblerait qu'on est peut-être dans une discussion identitaire qui n'est pas encore venue à son aboutissement. Jacqueline, comment recevez-vous ces commentaires très préliminaires comme en tant que membre du comité directeur? Est-ce que le point d'Éric, par exemple, par rapport aux francophiles et de la façon que le rapport transige avec le mot, est-ce que ça reste encore à clarifier? Bien, d'abord, je dois dire que le plan stratégique, c'est une ébauche de plan. Puis on l'a dit, redit. Et justement, la semaine prochaine, il y a des réunions de validation. Ça veut dire que les gens vont pouvoir aller demander et parler à PGF et dire, ben ça, on trouve que c'est pas bien, ça ne reproduit pas bien ce qu'on a dit et ce qu'on voudrait voir. Alors, il y a une occasion de changer les choses. J'invite tous et toutes celles qui sont ici ce soir et ceux et celles qui nous écoutent à se présenter, que ce soit par vidéoconférence ou bien en personne, pour aller parler et demander des changements. Alors ça, c'est la première chose. Ça, c'est un plan stratégique, c'est une ébauche de plan stratégique.
Je crois qu'on est aussi, puis sans vouloir être très technique, là, je suis d'accord avec Roxane quand on dit, on parle beaucoup de francophones, francophiles, l'étiquetage. Les jeunes nous l'ont dit depuis le début. Moi, j'ai animé 26 cafés citoyens. Dans la moitié, j'ai entendu dire, ben, ça serait bien si on se débarrassait de ces étiquettes-là. On est d'accord. On est d'accord. Mais on savait qu'à un moment donné, il y aurait une redéfinition de la francophonie manitobaine qui allait sortir de ces états généraux. On est à l'étape de la fabrication, de la conception, de la verbalisation de cette nouvelle francophonie manitobaine. Et moi, je suis entièrement d'accord pour qu'on la revoie et qu'on la repasse. Et puis, il est possible que même dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on soit aussi en train de redéfinir cette francophonie manitobaine parce qu'elle va continuer à évoluer. Il est évident, d'après les cafés citoyens que moi j'ai animés, qu'il y en a qui ne se reconnaissent pas dans un mot quand on dit francophone ou francophile. Et ça, il faut comme communauté, il faut qu'on s'en parle et qu'on aille justement en parler entre nous, en groupe, et que ce soit aux réunions de validation ou au mois d'octobre. Et le dernier point que j'aimerais faire, c'est qu'il y a une façon de faire les choses, et je pense que certaines suggestions qui sont venues, ce sont des suggestions qui appartiennent à un plan opérationnel, plutôt qu'un plan stratégique. Et ça, ce plan opérationnel va arriver aussi, mais il faut d'abord passer par la première étape qui est de regarder ce plan stratégique, de regarder l'ébauche et voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Un plan est aussi bon que les gens qui y ont participé, et on sait très bien qu'à partir du moment où on met un plan sur papier, il est déjà dépassé. Toute personne qui fait de la planification stratégique va vous le dire, c'est une photo dans le temps qui est déjà dépassée. Mais il faut vivre avec et il faut avancer en ne perdant pas de vue les grands objectifs qu'on a définis dans le plan stratégique. Donc, très prochainement, ce sera au public qui participera aux rencontres de validation de retoucher cette photo. Oui, absolument. J'aimerais passer, vous avez abordé certains thèmes que j'allais aborder avec vous un peu plus tard dans la discussion, mais je vais y sauter tout de suite, parce que je trouve ça vraiment, vous êtes très, très rapide et éclairé. Dans le plan, à la page 11, on parle de diversité. Et je cite, « Cette diversité nécessite un questionnement continu sur le plan de la redéfinition du « nous francophone ». Et dans le rapport aussi, je vois souvent des expressions suivantes, et il y en a d'autres, mais j'en ai retiré quelques-unes. Communauté francophone, la communauté, francophonie manitobaine, vivre véritablement en français. Dans cet esprit, j'aimerais vous inviter à poser, peut-être collectivement, on pourrait s'interroger sur le sens de ces expressions-là. Qu'est-ce que, selon vous, la minorité francophone? Est-ce que nous nous identifions encore avec les mots francophone, communauté, minorité francophone, majorité anglophone? Devrions-nous tout simplement plutôt parler de... Je sais qu'il y a des jeunes dans les cafés rencontres, cafés citoyens qui ont utilisé cette expression. On va parler de bilingue, étant donné beaucoup d'exogamie à la DSFM, entre autres. Alors, devrions-nous tout simplement parler de bilingue ou de bilinguisme pour éviter de s'inscrire dans une sorte de mentalité minoritaire, majoritaire? Est-ce que ça ne serait pas une manière d'être dans un véritable esprit d'inclusion, justement, et de diversité? Bien, je pense que les jeunes nous montrent le chemin pour certaines choses. Par contre, il ne faut pas oublier quand même que la communauté, depuis plus d'1 siècle, se définit comme étant francophone. Donc, il faut faire attention, quand on regarde vers l'avenir et qu'on veut changer une certaine définition, de ne pas laisser en arrière ceux qui ont mis la fondation, qui ont jeté la fondation de cette communauté-là, et aussi la contribution de ceux et celles qui arrivent de l'extérieur du pays pour venir participer à notre vie francophone. Et je pense que ça va appartenir à la communauté. Ce soir, en tout cas moi je me dis,
que ça nous appartient peut-être pas d'essayer de définir ça, mais que c'est à l'ensemble de la communauté d'entamer ce dialogue-là qui ne va pas se régler en une ou deux réunions. Tout à fait d'accord. Ok. Mais pourtant, dans le débauche du rapport, ces mots sont employés quand même Pour faire démarrer la discussion. pour faire démarrer la Ben oui, discussion. c'est une ébauche. OK, d'accord. Moi, j'ai été beaucoup marquée par une conversation que j'avais eue à un moment donné avec une jeune de Calvin qui était sur notre conseil d'administration Ah oui. au conseil jeunesse provincial. Puis on a toujours une session d'intégration, d'orientation en début de mandat. Puis je pense que c'était en novembre, la première année de son mandat. Puis ça faisait donc 2 ou 3 fois qu'on s'était déjà rencontrés. Puis elle était nouvelle. Puis on parlait, nous, entre nous, de communauté francophone. Puis on lance le mot comme... On pense même presque pas à la définition du mot tellement qu'on l'utilise. Puis à un moment donné, elle avait l'air vraiment confuse. Puis on s'est arrêté, puis on a dit, tu sais, est-ce que ça va? Est-ce que tu nous suis encore? Parce qu'on utilise beaucoup d'acronymes aussi. Alors, on voulait s'assurer qu'on ne l'avait pas perdu, là. Puis elle a tout simplement dit, bien, vous parlez de communauté francophone beaucoup. Puis de qui vous parlez? Comme pour elle, c'était totalement étrange de parler de communauté francophone. Dans une veine, dans un mouvement d'exclusion? Oui, ben, elle pensait pas qu'on l'incluait dans ce terme de communauté-là. Parce qu'elle, évidemment, elle ne vit pas à Saint-Boniface. Elle ne va pas à une école de la DSFM. Donc, quand on parlait de communauté francophone, elle ne se voyait pas du tout dans ce terme-là. Alors, tu sais, on a tricoté une réponse là, pour essayer de lui expliquer un peu de qui on voulait parler quand on parlait de communauté francophone, mais c'était assez clair pour moi que c'était pas convaincant notre affaire, puis qu'il fallait qu'on trouve une différente façon de parler à ces gens-là qui sont peut-être pas, se voient pas eux comme francophones, parce que moi je suis franco-manitobaine, je vais toujours l'être. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin de l'être aussi. C'est subjectif, l'identité. Personne ne peut me dire que je n'ai pas le droit d'être franco-manitobaine. Je suis qui je suis. Mais ce n'est pas à moi de dire à un Africain que, oui, ça fait 3 ans que tu es ici, tu peux te dire franco-manitobaine. Non, il peut se dire qui veut. Mais je pense que si on veut attirer ces gens-là, puis on veut qu'ils participent à notre société, à notre petite société, à l'intérieur de la grande société, qu'il faut qu'on trouve des façons de les accrocher. Puis, je pense que parler de bilingue, c'est une affaire, mais pour certains de ces gens-là, ils sont trilingues. Tu sais, est-ce que ça l'exclut ce monde-là aussi? On ne parle pas de bilinguisme exclusif non plus, parce que... Mais c'est ça, on commence à se compliquer la vie un peu. Donc, oui, les jeunes parlent de bilinguisme, mais je pense qu'ils parlent plus de dualité linguistique. C'est possible, c'est possible. J'essayais de décrire une réalité qu'ils vivent et que beaucoup de familles vivent. Absolument. Parce que dans in situ, dans le monde réel, qui dit francophone dit Absolument. presque automatiquement bilingue. Oui. On n'est pas à l'époque de nos grands-pères ou de nos arrière-grands-pères. Oui. Donc, c'est dans cet esprit-là que je pose la question. Diane, est-ce que c'est la même chose au rural? Est-ce qu'on parle des fois sur la montagne de bilingue ou de francophone? On entend souvent le mot bilingue. On l'entend souvent. Par contre, on se perd un peu dans l'identité bilingue parce qu'il faut faire attention. Au rural, comme tout partout, il y a beaucoup plus que juste anglais et français. Donc, je me sens perdue un peu dans le mot bilingue. Peut-être parce que je suis franco-manitobaine aussi, puis ça ne changera jamais. Mais je suis d'accord qu'il faut trouver un autre mot. Je ne suis pas accrochée sur bilingue. Il faut qu'on soit plus inclusif. Et puis, c'est rien qu'en communication, en jasant avec les gens, est-ce qu'on va peut-être trouver un autre mot, un nouveau mot? Je ne sais pas. Mais je pense que ce que les jeunes veulent dire quand ils parlent de bilinguisme, c'est que tu peux être francophone puis anglophone puis être fier de cette dualité-là. De cette capacité de communiquer. Qu'eux, ils voient ça comme une valeur ajoutée, puis pas juste pour des emplois, mais parce que c'est dans leur façon de vivre. C'est une autre expression qui est revenue sur le tapis, comme on dit dans l'ébauche, valeur ajoutée. C'est là aussi peut-être qu'on pourrait peut-être collectivement se poser la question, est-ce que c'est une valeur ajoutée ou est-ce que c'est une valeur en soi?
Enfin, je lance cette question, mais Éric, vous êtes très silencieux dans toute cette discussion identitaire et terminologique. Ouais, je vois pour être absolu, mais non, c'est une communauté francophone. Comment qu'on définit et comment qu'on permet les gens d'accéder à la communauté francophone, je pense que c'est la matière, c'est le territoire qu'on devrait investir de l'énergie. Mais le point d'assemblage, c'est la francophonie. Point. C'est pas la capacité en anglais, c'est pas la capacité en wallon, c'est la francophonie, c'est notre point d'assemblage. Puis, en attendant les discussions, je reflétais hier, j'étais au palais législatif pour le vigile de solidarité avec les gens d'Orlando, puis à un point, un des interlocuteurs a dit « nous, la communauté gay ». Et il y a deux de mes amis qui ont dit « ça nous inclut-tu ça ?» puisqu'ils sont hétéros. Et c'est un troisième ami hétéro qui a dit « absolument ». Puis la raison pourquoi il pouvait affirmer, c'est que si on s'engage sur les dossiers, sur les activités de cette communauté, on fait partie de la communauté. Et je pense que la même logique s'applique à la communauté francophone. Tu n'es pas uniquement membre de la communauté francophone au Manitoba. Si tu l'es, oh my God, va visiter ailleurs, il y a tellement d'autres choses qui se passent, il y a tellement d'autres communautés différentes. So, si on invite des gens à rentrer dans notre communauté, c'est pas une communauté avec des frontières, c'est pas des communautés avec des limites, mais c'est une communauté qui partage la francophonie. D'où la nécessité que ces personnes-là, qui se sentaient peut-être un peu exclues, aient le potentiel de participer à part entière et de se sentir, indépendamment de la terminologie qu'on pourrait peut-être emprunter. Enfin, je me demande si on a besoin peut-être de se raconter une nouvelle histoire de nous-mêmes pour trouver les expressions qu'il nous faut. C'est ce que je trouve intéressant dans certains, puis ça va décortiquer, mais je regarde à l'axe fierté, célébration et participation, puis une des choses qui ressort, c'est que les francophones connaissent leur parcours historique. Notre parcours historique, maintenant, si on accepte que les francophiles, que les nouveaux arrivants font partie de notre francophonie, ça veut dire qu'on doit aussi accepter leur parcours historique. So, le parcours historique de la communauté francophone a pu uniquement ses débuts avec Louis Riel, avec des Georges Forêt, mais inclut plein d'autres parcours. Et je suis d'accord, on devrait connaître notre histoire. Mais ça veut dire que notre histoire francophone s'élargit énormément. Conduise vers une ouverture. Yeah. À quoi ça doit mener à aujourd'hui. Puis pour comprendre où est-ce qu'on est aujourd'hui, ça veut dire que nos parcours historiques sont beaucoup plus vastes que je pense qu'on s'accepte ou qu'on se permet de le dire. D'accord. Merci, Eric. J'aimerais enchaîner pour discuter d'une autre question. Parce que faire les états généraux, je pense que vous l'avez mentionné, historique, c'est a priori penser dans un mode historique. Alors, nous parlons de l'avenir des francophones, des bilingues, Eh bien, là, on est dans une journée... Aujourd'hui, c'est une journée historique. L'actualité nous a rattrapés. Parce que la ministre des Affaires francophones vient de déposer la loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine. Comment interprétez-vous ce geste du gouvernement? Quel sentiment avez-vous aujourd'hui? Ça a bien commencé ma semaine. C'était comme, wow, quelle belle nouvelle. Quelle belle... on est encouragés. J'étais vraiment bien content d'entendre ça. C'est une bonne nouvelle. Je pense que pour le Manitoba, c'est certainement un peu comme l'ébauche du plan stratégique. C'est un prochain bon pas, je pense, pour la province. Est-ce qu'on a tout dans ce projet de loi-là? Non, mais il faut commencer, il faut aller à la prochaine étape. Je pense que le projet de loi 5, comme le projet de loi 6, voulait ça et veut ça pour les gens ici au Manitoba. Je pense qu'avant hier, on n'avait pas les détails concernant ce projet de loi. Il est maintenant téléchargeable. On peut le consulter de manière très préliminaire dans les grandes lignes. On peut déjà voir qu'il ressemble énormément au projet de loi 6, avec quelques différences après. Jacqueline, est-ce que vous en avez évidemment pris conscience? Est-ce que vous pourriez parler un peu de
du contenu et surtout la définition de francophone, est-ce qu'elle est toujours là? Ah oui, elle est toujours la même. Elle est toujours la même. La définition de la francophonie n'a pas changé. On avait demandé l'ajout de 4 agences et on l'a obtenu. C'était Sport Manitoba, la Commission des accidentés du travail et le Conseil des arts du Manitoba. On avait entendu la demande d'Éric et aussi un 4e que j'oublie, mais qui était pour simplement dire oui, c'est le Conseil des arts du Manitoba et il y a un 4e. Je m'excuse. Pardon? Voyage. Merci, Mélanie. Oui, on avait demandé ça, on avait demandé cet ajout-là. On avait demandé qu'on enlève un mot qui était acceptation et promotion. On avait demandé on avait dit acceptation de la communauté n'est plus à des circonstances ou une conjoncture d'acceptation. Et là, on a trouvé le mot reconnaissance. Puis moi, ce que je trouve intéressant comme historienne, si vous permettez, c'est que quand on a eu la politique des services en français en 1989, on a parlé des caractéristiques fondamentales du Manitoba. Puis ça, c'était une terminologie qui était sortie directement de l'accord du Lac-Meech ou la tentative d'accord du Lac-Meech où on définissait les peuples fondateurs comme des caractéristiques fondamentales. Et là, maintenant, on retrouve dans la loi, en 2016, le principe de reconnaissance qui vient directement du travail qui se fait avec les Premières Nations. Donc, il y a des mots qui ont un poids historique qui se retrouvent chez nous dans la francophonie. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'on utilise le mot reconnaissance alors que pour nous, on avait dit on préfère simplement parler de promotion. Mais dans l'ensemble, le projet se ressemble et ressemble énormément. Et le titre n'est plus l'essor, mais l'épanouissement. Parce qu'on estimait qu'on n'est pas au début de quelque chose, mais on est en période d'épanouissement et qu'il faut vivre cette période-là le mieux possible. À la lumière de l'ébauche, le plan stratégique, quels éléments du plan, cette loi pourrait nous aider collectivement à réaliser? Parce que le plan fait état du besoin, d'une loi qui probablement sera adoptée. Oui, ben, on pense qu'elle va être adoptée puisque les deux partis d'opposition semblent d'accord. Alors on espère qu'il y aura même, on n'a pas besoin d'avoir des audiences. Mais dans l'ensemble, quelle était la question, là? Excuse-moi. Non, quels éléments du plan stratégique la loi pourrait nous aider à réaliser? Je pense qu'il y a à peu près tout, parce que les gens demandaient, dans les cafés citoyens, avant même que le principe de la loi soit déposé, les gens demandaient une loi sur les services en français. Alors maintenant que cette loi est là, je pense qu'il va falloir revisiter ce plan stratégique-là, et ça va se faire dans les réunions de validation, et de voir comment est-ce que la loi peut s'accrocher, ou on peut s'arrimer à la loi. Parce qu'il faut retoucher la photo, peut-être. Absolument, mais on l'a dit depuis le début. Je ne sais pas. J'ai vu le texte cet après-midi, final, alors je ne peux pas dire avec certitude. Puis, évidemment, il y a aussi du travail qui doit être fait par la communauté, les organismes, c'est certainement un travail de fond à faire. J'aimerais juste poser une dernière petite question de clarification, peut-être avant de passer à une autre. Éric, tu avais aussi une question ou non? Non. Tiens. Non, je pense que c'est ça. Il y a des services de la communication clés dans tout ça. Quand vous avez parlé de l'ajout de différentes sociétés de l'État et départements, c'est pour que les internautes qui nous suivent comprennent. Nous parlons donc de ministères, de sociétés d'État, d'agences qui doivent, si le projet doit être adopté, devront faire état des services en français qu'ils livrent? Bien, ils vont devoir préparer des plans de services en français. Par exemple, le Conseil des arts du Manitoba donne des services, des formulaires et tout ça en français. Mais est-ce que c'est suffisant pour avoir une relation d'égal à égal avec le Conseil des arts du Manitoba quand on est francophone ou anglophone? La réponse est probablement non. Alors, ce que ça fait, c'est que ça va bonifier les services en français qui vont être donnés. Ces agences-là vont être obligées de se mettre au même pas que les ministères. Pour une commission des accidentés du travail, par exemple, quand quelqu'un est accidenté, il est vulnérable. Il ne fait pas uniquement affaire avec le ministère de la Santé, il fait aussi affaire avec la commission des accidentés et il doit avoir un parcours administratif qui est un parcours de réclamation souvent. Donc, et qui peut être difficile. Quand on a des bobos, c'est en français qu'on veut. D'accord. Alors, on a réuni le conseil des organismes, on leur a demandé leur opinion et
c'est ressorti de cette consultation-là qu'on a demandé ces quatre agences. Éric, au niveau du domaine des arts, est-ce que ce projet de loi pourrait justement faire une différence? Absolument. Puis, il y a du beau travail qui est sorti le secrétariat des affaires francophones, c'est ça, je suis assez proche. Justement, en consultant aussi avant-gardiste, où est-ce que la requête, c'était comment est-ce qu'on peut avoir une loi qui rassemble tous nos acquis. Mais ce qui a été proposé, c'est bien au-delà de là. C'est très avant-gardiste, que ce soit essor et épanouissement. Le but, c'est comment est-ce que tu fais grandir la communauté francophone. Donc, pas comment est-ce que tu crées des châteaux forts autour des acquis, mais justement comment est-ce que tu pousses. Puis dans certaines définitions aussi de ce que ça veut dire une communauté francophone, puis je reviens. Puis avant, on utilisait certains systèmes qui étaient fermés, qui ne reconnaissaient pas le fait qu'à Brandon, qui n'est pas une communauté désignée francophone, il y a plein d'activités francophones. Je vais à chaque année pour donner des ateliers d'improvisation. Pour me dire qu'il n'y a pas une communauté francophone, c'est manquer d'évident. Mais ce projet de loi reconnaît ou va reconnaître justement que Brandon devrait être conçu comme une communauté francophone. Donc on change la culture gouvernementale pour refléter, on change la relation. On change la relation avec le gouvernement. Oui. On a une loi maintenant. Et la politique devra être révisée aux 5 ans. Dans la politique, il y a les régions désignées. Donc, à ce moment-là, le point que fait Éric est important parce qu'à Brandon, il y a une école française. Donc, à ce moment, c'est toujours le début de quelque chose de francophone. À la base de Shiloh. Voilà, Brandon, c'est ça. Il y a 3 écoles d'immersion. Oui, alors donc il y a aussi des francophones. Mais, Voilà. selon la définition nouvelle, les immersifs pourraient être des francophones. Ça va poser des défis. Non seulement au gouvernement, mais par exemple la DSFM maintenant. Il va falloir que cette définition de la francophonie soit cohérente avec ce qui se passe à la DSFM. Alors oui, il y a du travail à faire, il y a énormément de travail à faire. Comme le plan stratégique communautaire, la loi sur les services en français va nous demander une grande vigilance et beaucoup de travail, et beaucoup de discussions. Comment est-ce qu'on s'organise maintenant? Qu'on a ce qu'on a demandé depuis des années. On a beaucoup d'acquis, alors on bâtit là-dessus. Bon, changeons de cap ou de vitesse, comme vous l'entendrez. J'aimerais revenir plus concrètement à l'ébauche du plan stratégique et faire un petit plug, parce que la liberté de demain contient un article intéressant, j'espère, sur l'ébauche du plan stratégique. Et puis, il semble y avoir 2 écoles de pensée sur la manière d'envisager le processus de la réalisation des États généraux. Tout le monde s'entend sur la nécessité d'avoir un état des lieux au sein de la collectivité, c'est-à-dire un bilan chiffré des ressources que nous avons à notre disposition, de la démographie, de la francophonie, du niveau de compétences langagières, par exemple, de nos élèves, des capacités des organismes à rejoindre leur clientèle. Je pense que vous connaissez tous ça. Et aussi du financement des organismes, et j'en passe. Donc, tout le monde s'entend sur la nécessité d'avoir ce bilan chiffré. La question qui semble surgir, c'est de savoir quand ce bilan chiffré tombera le mieux à point. Alors, est-ce en amont de la validation du plan stratégique, comme dans mon article le suggère Raymond Lafont, le président du World Trade Center de Winnipeg, ou dans une lettre que nous avons aussi dans le journal de demain, une lettre de Raymond Clément, ou est-ce en aval, comme le suggère Daniel Boucher, le président directeur général de la SFM? Alors, quelle différence cela fait dans l'atteinte des résultats, puisque l'objectif que nous avons tous dans ce processus des États généraux est d'obtenir les meilleurs résultats possibles? Moi, ce qui me fait peur de faire ça en amont, c'est le temps. On a vu le montant de temps que faire les cafés citoyens, puis de se rendre juste à cette étape-ci.
j'ai aucune idée faire un recensement de cette envergure-là, combien de temps ça prendrait, mais je m'inquiète que ça prendrait beaucoup de temps. Puis je sais que des fois, il faut prendre le temps, mais moi, je travaille avec les jeunes, donc je sais que le plus de temps qu'on prend, le plus de jeunes qu'on perd. Donc, il y aura toujours des jeunes, mais les jeunes ne sont pas toujours jeunes. Tu sais? Alors, donc, ça serait pour une autre cohorte? Si je pense qu'il faut agir parce qu'il y a des vrais problèmes. Il y a des choses qu'il faut qu'on adresse maintenant, puis j'ai juste peur que peut-être qu'on aurait dû le faire en même temps, mais on ne peut pas changer ce qui a été fait. Alors, à mon avis, il faut le faire, mais avançons quand même avec l'ébauche du plan et puis faisons-le en même temps. Diane, au rural, par exemple, il y a tellement de besoins clients qui ont été soulignés. J'en suis conscient comme journaliste. Un bilan chiffré comme ça, quelle est la nécessité? Est-ce que vous pourriez expliquer en termes du rural, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Un bilan est super important et je crois qu'il est identifié dans l'ébauche, à la page 17, on parle de justement ça. Pour les gens du rural, le fait qu'on l'a fait, les États généraux, de la façon que ça a été fait, qu'on a fait les cafés citoyens, ça les a vraiment valorisés. Parce qu'on a commencé avec monsieur et madame tout le monde, on a commencé avec les individus de la grande communauté, plutôt qu'avec les grosses machines, organisations. Donc, pour les gens, autant rural que l'urbain, je pense, mais pour les individus, ça leur a donné une fierté, ça les a valorisés, et puis on attendait, on écoutait, on voulait entendre leurs besoins. Puis on les a identifiés lors de ces cafés citoyens. Donc, oui, il y a plusieurs façons de faire les affaires, mais pour monsieur et madame tout le monde, je pense que ça a vraiment haussé la valeur de ces gens au rural et à autres. Au niveau de l'importance de s'exprimer, de faire le partage de ces craintes, ces aspirations, des défis, c'est certainement quelque chose qui a énormément de valeur. Pourtant, d'habitude, ne commence-t-on pas... il me semble que il y a beaucoup de gens qui ont réagi pour dire que c'est un peu contre-intuitif. Parce que d'habitude, quand on élabore une planification stratégique, on commence en faisant l'examen des outils qui sont dans la main. Jacqueline, vous êtes au comité de directeur. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu le raisonnement qui sous-tend cette stratégie? Je n'étais pas au comité directeur quand la décision a été prise. Okay. Mais je suis certain que vous êtes conscient de la philosophie qui... Puis on s'en est parlé, Daniel, toi puis moi. C'est une façon de faire, de commencer par un état des lieux. Il y a une autre façon, c'est de commencer comme on va le faire maintenant. Une compagnie va commencer par un état des lieux. Un ministère va faire ça. Une communauté, c'est différent. Il y a beaucoup de pièces à mettre en place. Et comme disait Roxane, ça va prendre du temps. Et ce qu'on voulait faire, c'était d'abord vraiment d'engager les gens dans la discussion. Et c'est monsieur et madame, tout le monde. On voulait aller chercher, non pas les organismes, ça c'était clair, d'après ce que j'ai compris, les discussions qui ont eu lieu, on voulait que les gens soient engagés dans le processus de parler, de dialoguer et de répondre aux 4 questions. Alors à ce moment-là, la suite logique, c'était d'aller leur parler tout de suite. Tout en disant et en sachant et en confirmant aujourd'hui qu'il va y avoir un état des lieux. C'est une façon de faire. Et on ne peut pas revenir en arrière. On a déjà passé l'étape. Alors, on entend beaucoup, oui, il aurait fallu ça, il aurait fallu, mais oui. Mais c'est une décision du donc va se faire à quel point précis? Ça va se faire à l'automne 2016. À ce moment-là, le comité directeur va décider qui, quand, comment, pourquoi. Ben, pourquoi on le sait, mais qui, quand et comment. Mais ça va être fait, et où. Et ça va être fait par la décision va être prise par le comité directeur qui va faire le travail pour faire démarrer ce processus-là. Donc, dans la ligne du temps, après l'AGA, de la SFM? Non.
après le 27 octobre. Après l'Assemblée générale extraordinaire du 27 octobre. Oui, mais on a l'été aussi. Il faut regarder, il y a du travail à faire cet été et ensuite, il y a du travail à faire en octobre. Alors, on a du temps devant nous, on a un plan opérationnel à faire démarrer après le 25 octobre. Donc, on va avoir un état des lieux. On ne peut pas mettre en œuvre un plan opérationnel sans avoir un état des lieux. Alors, il va y en avoir un. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, pour plusieurs raisons. Un, puisque ça fait 3 ans qu'on a des demandes criantes et qu'on se fait dire « attends ». On est rendu au point où on ne peut plus attendre. Vous rejoignez ce que Roxane disait. Absolument. Puis il y a des choses qui ont sorti par le processus des États généraux, qu'il y a une insatisfaction du statu quo à la SFM, qu'il y a une insatisfaction du statu quo au CCFM, qu'il y a une insatisfaction non du statu quo, mais des coupures à Radio-Canada et d'autres pourvoyeurs de culture qui est encore le point conducteur de notre identité francophone, c'est la culture et c'est l'éducation. On ne peut plus attendre, on doit activer de quoi, non seulement pour nos organismes, mais pour nos individus. Si tu dis, hey, écoute, je souffre, tu dis merci, on va te revenir dans 3 ans, tu n'as pas vraiment écouté. Et il y a plein de choses qu'on peut faire, puis peut-être c'est à cause que je suis dans le domaine des arts et dans le domaine de créateur, où ce que tu crées avec ce que tu as. Et tu sais ce que tu as, tu connais les variables. Ce que le processus des États généraux a super bien fait, c'est permis justement à tous ces discours, à toutes ces affirmations de sortir. Et si les organismes ne sont pas capables, en travail, les individus, de se reconnaître ses forces et ses faiblesses à l'intérieur, de reconnaître ses forces et faiblesses par rapport au plan stratégique, on a tout un autre problème. Mais il y a facilement des choses qu'on peut se greffer, que j'imagine si je te l'ai dit, ça peut dire, yeah, il y a des choses qu'on fait super bien, qu'on peut agir comme leader dans ça, qu'on peut apporter d'autres mondes avec nous. Ou est-ce que d'autres organismes qui disent, on a des faiblesses par rapport à ce qu'on voit à l'intérieur de ça. On ne sait pas comment s'outiller parce qu'on a des limites de ressources humaines, de ressources financières, donc on a besoin de l'aide. C'est ce type de discussion que je pense que le plan stratégique doit occasionner tout de suite et qu'on doit développer le plan opérationnel tout de suite et qu'on fait l'état des choses à fur et à mesure. Je ne veux pas qu'on pense que c'est légitime de donner un autre contrat à des consultants pour prendre une autre année à faire l'état des lieux. Forget it. Donc, c'est vraiment à cause parce que ça urge. Les dossiers culturels urgent. On a soulevé, on a fait mousser. Au rural, ça urge. Oui, absolument. Mais je vois pas le problème de commencer. Moi, je ne vais pas attendre longtemps. Si dans mes comités, il y a des affaires que je peux faire qui ont été validées, moi, j'ai l'intention de commencer le travail. Peut-être à le modifier en allant, mais moi, je ne vais pas m'attendre. Je vais commencer. Pour moi, c'est un beau début, c'est une ébauche, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que j'attende permission de quelqu'un. C'est ça. C'est ce que je comprends. Je ne comprends pas le cadre de temps de 3 ans. J'avoue que, OK, la proposition a été déposée à la fin 2013, et on est en 2016, mais on a déjà plusieurs étapes de parcouru. J'entends ce que tu dis, Éric, au point de vue des besoins urgents, mais il n'y a personne qui t'empêche. Je vais être très spécifique d'abord. Attends, je vais juste finir ma phrase, si tu veux. Il n'y a personne qui t'empêche de te réunir avec d'autres groupes et de commencer à travailler. Il n'y a personne qui t'empêche de faire du travail pour avoir, par exemple, un meilleur financement de Radio-Canada. Le gouvernement fédéral a entendu cette demande-là et a mis de l'argent supplémentaire, des millions supplémentaires. C'est là où je ne comprends pas qu'est-ce qui t'empêche de bouger. Okay. Comme citoyen, puis, comme artiste. Comme citoyen, j'ai plein de liberté à écrire des lettres autant que je veux. Oui. Mais il y a quand même des institutions qui ont un rôle à jouer et qui doivent faire partie du discours. Puis c'est là qu'on doit se décider, puis on s'est fait dire, soyez efficaces dans vos institutions et comment vous agissez, et agissons de façon collective. So, malgré les millions qu'on a donnés à Radio-Canada, CKSB, c'est fini. Oui. Ça déménage. Oui. Comment est-ce qu'on fait partie de ce discours-là? Est-ce qu'on fait partie de ce discours-là? Je ne sais pas. Oui. Il y a 3 ans, les groupes culturels ont rencontré la SFM, puis on lui a dit, dans le temps, il y avait une table de concertation pour chaque secteur, le secteur culturel inclus. Le CCFM était le leader là-dedans.
pour des raisons que je ne blâme pas le CCFM, ils n'étaient plus capables d'agir en termes de leader, ils n'étaient plus capables de rassembler les gens. On se dit, avec les coupures sous le gouvernement du temps, et que ce ne s'est pas nettement amélioré sous le nouveau gouvernement, on a encore des besoins. Et on se fait dire, attends, les États généraux vont faire l'état des choses et on va se donner une nouvelle structure, de nouvelles structures. So, la question aujourd'hui, c'est quoi cette nouvelle structure-là, qui joue ces rôles-là et comment on va d'avance? Moi, j'ai un commentaire. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'ici, on s'est mandaté pour se donner un plan stratégique qui va nous amener jusqu'en 2035. Alors, moi, j'ai demandé à mon fils qui a 9 ans, en 2035, là, lui, il va avoir 24 ans, 25 ans, il va peut-être avoir des enfants. Et moi, ce que je veux voir, c'est un plan stratégique qui va l'amener jusque-là. Ces enfants-là sont à l'école en ce moment, sont en 2e, sont en 3e année. Alors, j'entends la question du temps, j'écoute le comment et tout ça, et je ne vais pas faire de commentaires sur ça, mais moi, je voudrais pas qu'on manque de vision, qu'on pense à 2035. Oui, il y a des besoins criants aujourd'hui, puis je veux dire, on aurait pu se dire au gouvernement, attendons une loi après les États généraux pour voir qu'est-ce que la communauté veut. On a décidé d'agir, le gouvernement a décidé d'agir sans attendre les États généraux. Donc, je me dis, il y a des choses qui peuvent se faire, mais moi, je ne veux pas qu'on perde de vue 2035. 2035, je veux dire, il va y avoir des Bélangers, des Lagimodières, il y en aura peut-être beaucoup moins, puis il va y avoir beaucoup plus de Quicklaw, Richardson, K et compagnie qui seront francophones. Et donc, qu'est-ce que le plan stratégique va faire pour que nos jeunes qui sont vraiment, qui n'ont même pas conscience de ce qui se passe en ce moment, soient fiers d'être francophones, puis soient francophones, puis parlent français, puis aient une communauté en 2035. Alors, moi, je veux être patiente. Jacqueline, vous semblez avoir un commentaire Oui. dans la lignée de... Dans la même lignée que Mélanie, en ce sens que, tu vois, par exemple, moi, je viens d'une réunion à Ottawa, et là, on a parlé du nouveau plan sur les langues officielles. Il est expiré, le plan précédent, puis il n'était pas tellement bon non plus. Alors, et là, on nous a dit qu'il va falloir attendre. Il y a des consultations qui ne sortiront pas avant 2018. Les besoins sont tout aussi criants en matière de langues officielles, donc culturelles, scolaires, tout ça. Est-ce qu'on a le choix d'attendre? Non. Mais est-ce qu'on peut faire, nous, certaines choses déjà? Oui. C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, en ce sens que tu dis, bon, c'est criant, le CCFM n'est plus là, la Maison des artistes a fermé, le Centre est peut-être en risque, CKSB est fermé. CKSB, j'en ai parlé il y a 2 semaines avec Pierre Guérin, on n'a pas de réponse. Sa réponse a été, tiens, je te présente mon nouveau patron. Ça donne quoi? Je suis d'accord avec toi qu'on ne devrait pas fermer CKSB, mais d'un autre côté, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, puis d'autres on peut pas du tout agir, puis d'autres sur lesquelles on peut un petit peu agir. Il ne faut pas perdre de vue le but principal. Peut-être 2035, mais c'est aussi dans 5 ans, ici. Qu'est-ce qu'on fait? On est en 2016, on va jusqu'à 2021. Est-ce que ça va être difficile? Oui, sans aucun doute. Il ne faut pas se le cacher. Mais il faut garder espoir qu'à un moment donné, on va être capable de remonter cette pente. On vient d'avoir quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas aujourd'hui. C'est une loi sur les services en français. On va espérer que ça vienne avec de l'argent, ça aussi, tu vois. Jacqueline, j'aimerais justement revenir à l'idée d'une vision oui. que Mélanie a suscitée. Parce qu'à la page 2 de l'ébauche, on dit, en regardant en avant vers l'avenir, la francophonie manitobaine est arrivée à un point tournant qui nécessite un vent de renouveau pour être redynamisé et pour anticiper l'avenir avec assurance, comme objectif. Dans l'optique du rôle qu'on doit se donner collectivement et du rôle de la SFN en particulier, il faut se poser peut-être quelques questions, comme par quels moyens concrets est-ce qu'on va y arriver, comment mesurer les résultats, et qui va mesurer ces résultats, vu que dans le plan, on parle de différents d'enjeux qui touchent différents organismes. Est-ce que le tout sera comme géré un peu par la SFN? On n'a qu'à prendre l'éducation comme exemple. On parle de résultats souhaités dans les écoles de la DSFM, à l'USB, peut-être aussi dans nos garderies, dans nos centres de petite enfance. Donc, la DSFM, l'USB,
la Fédération des parents du Manitoba pour être engagés dans des actions collectives. Comment s'y prendre à la SFM pour éviter que les organismes continuent de dédoubler leur mandat et leurs ressources? C'est des questions, je pense, clés que je ne vois pas tout à fait, je ne ressens pas en lisant l'ébauche, le comment ça va se faire. Donc, plus fondamentalement encore, on pourrait se poser la question, mais quel rôle peut-on envisager pour la SFM ou une SFM post-États généraux? C'est sûr que c'est une grosse question, tout ce chien de garde-là, puis à quel point est-ce qu'on donne le pouvoir à une entité autre à taper les doigts de ceux qui ont besoin de se faire taper les doigts ou donner des claques quand on a besoin. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est énorme parce qu'on voit tous les dédoublements, puis tout ça, mais personne agit. Personne n'a l'autorité d'agir. Donc, je ne suis pas sûre que la SFM, présentement... Telle qu'elle est constituée présentement? C'est ça, je ne suis pas sûre qu'elle voudrait ce rôle-là. Mais si ce n'est pas la SFM, c'est qui? Puis, si c'est la SFM, il faut évidemment changer son mandat. C'est certainement dans une certaine lecture de cette ébauche. C'est un rôle qu'on peut, je ne veux pas dire assumer, mais qu'on peut présumer ou voir ou entrevoir pour la SFM. Et c'est pour ça que je pose cette question-là. Mais vous évoquez une autre question, Roxane, parce que il y a une autre réalité. La DSFM, l'USB, la Fédération des parents que je viens juste d'évoquer, ben, elles ont toutes leur propre structure administrative, leurs propres objectifs, et sont redevables aux étudiants, aux parents, à leur CA ou à leur bureau de gouverneur. La DSFM vient juste de terminer une planification stratégique pour les 5 prochaines années. Donc, elle est redevable, elle a fait quelque chose de fort intéressant. Elle est allée visiter les 26 communautés scolaires. Oui. C'est du jamais vu. Est-ce que la SFM va venir avec le plan opérationnel et dire, bon, ben là, il faut faire ça? Comment on vient à encourager les organismes à agir de manière collective envers une vision commune, tout en évitant les risques d'ingérence, par exemple? Je pense qu'il faut que quelqu'un joue ce rôle-là. Il faut absolument qu'il y ait une instance. Puis si ce n'est pas les gouvernements qui sont les bailleurs de fonds, qui, jusqu'à un certain point, financent certains dédoublements, puis certains organismes que leurs mandats sont datés, puis il faudrait forcer un changement, mais ce n'est pas les gouvernements qui vont le faire. Il faudrait que ce soit la SFM, mais Tu vois, moi, je pense pas que c'est entre elle et la SFM. Je pense que c'était une des forces, justement, du framework qui sont donnés pour les États généraux, que c'est pas le projet de la SFM, c'est pas les États généraux de la SFM, c'est pas le plan stratégique de la SFM. J'espère que la SFM prend ce plan stratégique et développe le propre plan stratégique et le plan opérationnel. Il y a certains organismes, la DSFM, la Maison des artistes, on pouvait pas attendre. On a fait notre plan stratégique, mais prenant en considération les éléments qui ne sont pas révélateurs, puisqu'on a participé au processus, donc on a pu se doter. Puis je pense qu'il y a différentes choses que je souhaiterais que la SFM comprenne et intègre dans le plan stratégique, c'est qu'il y a un besoin criant pour un leader politique qui n'a pas peur de prendre la parole. c'est ça que je veux dire. Et donc, s'ils jouent ce rôle-là, je vois difficilement comment ils peuvent aussi jouer le rôle de gestionnaire de tous les organismes. Mais on peut s'inspirer du projet de loi. J'ai pas lu le projet de loi 5, mais j'estime si, comme le projet de loi 6, il y avait un comité, puis c'est déjà nommé, mais il y a des structures du genre qu'on peut se doter. C'est la même structure qu'on se dote pour l'Entente Canada Communauté, où ce que c'est pas la SFM qui fait toutes les décisions, c'est un comité qui est nominé, qui est supposé de représenter tout. Donc, encore une fois, ça revient. Où sont les structures qui sortent de ce plan stratégique? On ne sait pas. C'est quand même sous la SFM, ce comité directeur-là. Ça prend quand même une entité oui, d'accord. Qui a un rôle à gérer. Surveillance, peut-être. C'est ça. Je suis pas en train de dire, moi, que la SFM devrait
que Daniel Boucher devrait être assis dans son bureau en train de faire des appels. C'est pas ça que je veux dire. Mais il faut que quelqu'un gère ce mécanisme-là. Puis il faut que le mécanisme fonctionne. Parce que... Une analogie qui m'a été proposée dans La liberté de demain, c'est que la SFM, en bout de ligne, pourrait possiblement assumer un rôle semblable à celui du commissaire aux langues officielles, qui surveille la situation et qui dit « on est sur la bonne route ». Je ne sais pas. À vous de réagir. Il y a beaucoup de... C'est des excellentes questions. Pour moi, la réponse vient dans le plan d'action. Le plan opérationnel. Le plan d'action. Okay. La prochaine étape. Parce que pour moi, c'est ça la logique. Là, il faut vraiment, OK, ça c'est beau, là, comment on va le faire? Toutes les questions qu'on a demandées, c'est la prochaine étape. Oui, bien, si je peux me permettre, il est évident que les États généraux ont remis en question la SFM, comme les États généraux ont remis en question tous les organismes de la communauté. Mais il est évident qu'on regarde ça et qu'on regarde la nouvelle définition de la francophonie qui est ressortie. Et on se dit, bon, ben maintenant, il faut qu'on nous aussi, on se regarde dans le miroir et on l'a toujours su. On a toujours su qu'on faisait face à un plan, un travail, à une perspective de changement. Et la même chose avec la loi sur les services en français. Maintenant, on a une autre définition qui ressemble étrangement à ce qu'on a sorti des États généraux, qui nous interpelle et qui dit est-ce que la SFM maintenant représente uniquement une seule clientèle, la clientèle francophone, ou bien d'autres clientèles? Ça, déjà au départ, c'est fondamentalement interpellant au point de vue structure, au point de vue mandat, au point de vue mission, au point de vue valeur, au point de vue nom même de la SFM. Donc, si je peux me permettre de prendre mon chapeau SFM, je peux vous dire qu'on est extrêmement conscient de ce qui se passe. On sait ce qu'on a à faire, on est en train de le faire, et la décision finale n'appartient pas à la SFM, mais appartient à l'AGA, à la communauté de l'AGA, de la SFM. Et par la suite, quand il y aura l'Assemblée générale extraordinaire, s'il y a des choses à remettre en question, ça va être fait à ce moment-là. On a toujours dit, ou en tout cas moi depuis que je suis arrivée au conseil d'administration, que le mot-clé, c'était changement. Donc, à ce moment-là, de dire qu'on va jusqu'à un rôle semblable à celui du BCLO, là, du commissaire aux langues officielles, je n'irai pas jusque-là, mais ça va appartenir à la communauté de nous le dire, et tout membre de la SFM a le droit d'intervenir et de le dire et de se faire entendre. Donc, le rôle qui va être attribué à la SFM va revenir à la communauté, ce sont les membres qui vont le décider. On peut proposer des modèles, c'est certain, mais en bout de ligne, on sait on dépend d'une volonté de la communauté. Merci, Jacqueline. Okay. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on demande à tous les organismes à un peu se greffer au plan stratégique, mais ça en prend un pour un peu démontrer l'exemple, puis un peu démontrer aussi de quoi ça peut l'air. Je pense que c'est là où ça revient à la SFM de dire, écoute, on va être les premiers à sortir et démontrer justement comment tu peux adapter ceci. On va être les premiers à dire, voici comment on change. De fournir la carte routière. Pas à tout le monde, mais de dire que voici comment on s'est outillé, puis voici comment on s'est changé par rapport au plan qui est proposé. Dans le sens que on a besoin d'un modèle pour que tous les autres se disent OK, faisons pareil, faisons semblable, mais c'est là où je voudrais éviter que la SFM, puis je pense qu'ils ne veulent pas, qu'ils soient garants de tous ces processus-là, puis qu'ils tapent des doigts, à cause qu'il y a plusieurs organismes que je dirais qui sont très avant-gardistes, à cause qu'ils n'ont pas attendu, et Dieu merci qu'ils l'ont fait, et qu'ils devraient continuer à aller dans la même allée. Bernard Roquet de la Liberté, c'est une question pour Roxane. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez très consciente des dédoublements qui existaient. Est-ce que vous pourriez nous faire part un petit peu de quel dédoublement il s'agirait? Un exemple assez évident, là, je pense que si les gens ont été moyennement autour pendant les dernières années, savent que la DSFM avait créé un rassemblement pour les jeunes au secondaire. Ce rassemblement-là a eu le nom de Fusion. Il y a eu, je pense, 7 ou 8 éditions de Fusion depuis les dernières années, tandis que pendant les derniers 20 ans, le Conseil jeunesse provincial a fait un rassemblement drôlement semblable.
Donc, il y a eu un dédoublement des ressources jusqu'à un certain point. Il y a eu un dédoublement d'un concept, de clientèle. Est-ce que le CJP aurait été ouvert à adapter ou modifier son activité pour davantage intéresser les élèves de la DSFM? Possiblement. Est-ce que le CJP a bien agi en gardant son rassemblement puis en ouvrant celui-là aux élèves de l'immersion? Absolument. La DSFM est revenue à la table. Tout va mieux avec la DSFM, mais juste pour dire que la DSFM se questionne par rapport à l'avenir de fusion. Est-ce qu'on continue à faire fusion? Tandis que le CJP a fêté 30 ans de rassemblement en septembre. Donc, ça, c'est un exemple d'un dédoublement. À mon avis, que s'il y avait eu un organisme ou une entité qui veillait un peu à éviter le dédoublement des idées, des ressources, des expertises, des capacités, on aurait peut-être pu éviter ça. Ça a eu quand même un impact sur des jeunes qui ont participé. J'enlève rien de l'importance de l'activité, mais peut-être que ces ressources-là auraient pu être mises dans des postes d'animateurs culturels dans nos écoles ou lieux, par exemple. D'accord. C'est juste un exemple. J'aurais encore une question à propos de la jeune femme qui avait participé au CJP, qui venait de Calvin, je crois. Elle est restée 2 ans, c'est ça? Elle a fait son mandat de 2 ans, oui. De 2 ans? Oui. Est-ce qu'au bout des 2 ans, est-ce qu'elle avait un petit peu une meilleure idée de ce qu'était la communauté francophone? Oui, je pense qu'elle le comprenait mieux. Puis il faut que je dise qu'elle vient tout juste de recevoir son diplôme de l'Université Laval. Donc, c'est certainement une jeune femme qui est très engagée à sa francophonie, à sa formation et son développement en français. Donc, c'est certain qu'elle était... Est-ce que tu saurais comment elle se voit maintenant? Est-ce qu'elle se voit comme bilingue, canadienne? Je ne suis pas sûre, je ne peux pas répondre à la question pour elle. Je pourrais lui demander. Et quand elle a quitté le CJP, en tout cas, elle se voyait comment? Je pense qu'elle se voyait comme jeune engagée d'abord et avant tout, puis je dirais peut-être comme francophone. Elle pouvait se dire francophone parce qu'on lui avait dit, si tu parles français puis tu veux participer à la vie en français au Manitoba, et on dirait que ça prenait ça, quelqu'un qui dise oui, tu peux t'affirmer ainsi, un peu comme hier soir, Eric, pour toi, au Palais législatif, comme ça prend un peu un éveil ou quelqu'un qui dit oui, absolument, tu peux te dire. Michel Lagacé, ma question s'adresse surtout à Éric Plamondon. Je pense qu'il y a un goût de dépasser où on est rendu. Le plan stratégique, moi je recommande à tout le monde, j'ai jeté un coup d'œil sur la liberté. Je suis d'accord avec ce que les Lafont, les Bockel, les Blanchettes disent. Les souhaits de Noël, c'est le même que la décrire ça. Muller. Alors, je ne vais pas parler du plan. Éric m'a provoqué, puis je l'en remercie, de penser en termes de où est-ce qu'on s'en va, puis comment est-ce qu'on veut se concevoir. J'ai beaucoup aimé l'analogie avec la soirée d'hier, qui dit si tu participes, tu fais partie. That's it. On essaye, je pense, de verbaliser ça, de trouver des mots pour le dire, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on se raconte cette histoire-là. Parce que sans ça, justement, on est pris dans des définitions et des étiquettes. Puis je pense qu'il y a un goût de défoncer ça, puis de dire, c'est assez, ces folies-là. On en parle en termes, si vous voulez, de qui est la clientèle et tout ça, mais non, moi je vais parler de citoyens manitobains. Et à ce moment-là, si on participe, moi j'aime beaucoup l'analogie, puis tout ce que je peux faire à ce moment-ci, c'est de me dire qu'il faut trouver des moyens de se dire cela. Et il faut trouver des moyens à aider la ministre Rochelle Squires de le dire aux Manitobains. C'est pas, quant à moi, une loi pour la communauté francophone. Pas du tout. C'est pour les Manitobains. Et moi, je regrette que les médias aient commencé à dire que le projet est déposé pour la communauté francophone. Je crois que c'est faussé l'intention. Ça en fait quasiment une miette qu'on lance à une clientèle. Non, on est des Manitobains, first and foremost, des citoyens première classe. Et Éric, tu m'as provoqué à essayer de trouver une manière, je n'ai pas de réponse, mais à trouver une manière de nous aider à exprimer ça et à aider la ministre qui, elle, doit défendre son projet de loi et de dire c'est pas pour les francophones seulement, c'est pour les Manitobains. All of them. Puis j'aime le défi. J'espère un jour qu'on aura une façon de se le dire
et d'encourager la ministre de le dire, parce qu'elle, il faut qu'elle explique ce qu'elle fait. Sans ça, ça devient une bagatelle qui est insignifiante. Ça devient de l'administration, on a un secrétariat, on a des bureaucraties. Mais il y a une raison fondamentale derrière tout ça, puis c'est celle-là, je pense qu'il faut commencer à essayer de verbaliser intelligemment. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, mais... Je vais, parce que si on me donne la chance de parler, mais je trouve intéressant, puis je suis super content de voir que les 4 agences ont été ajoutées au projet de loi proposé, en particulier le Conseil des arts du Manitoba, qui a beaucoup de travail à faire. Puis Voyage Manitoba, puis je vais rentrer là-dedans, il y a je pense que c'est pas une grosse annonce, mais le financement de Voyage Manitoba a changé. C'est le fonctionnement 96-4 qui était proposé par l'ancien gouvernement, qui était maintenu par ce gouvernement, qui veut dire qu'il va y avoir gros d'argent qui rentre en faisant la promotion du Manitoba, qui veut dire que Voyage Manitoba aussi dit, au lieu que notre publicité sur les francophones, c'est un petit token, des petites miettes qu'on donne, ça va devenir un pilier, ça va devenir quelque chose de central à comment on vend le Manitoba, comment on parle du Manitoba. Puis dans ces discussions-là, c'était intéressant, puisque de façon anecdotale, on est quasiment déjà là. Quand FIFA est venu à Winnipeg, ou faisait partie de FIFA Canada, il y a eu maintes gens de Londres, des États-Unis, d'un peu partout, qui ont abouti à l'hôtel de ville, au jardin de sculpture, pour dire « Hey, we want to film something in St. Boniface ». Parce qu'on a compris qu'au Manitoba, il y a une composante francophone, puis si on veut comprendre le Manitoba, on doit comprendre sa communauté francophone. Et c'est peut-être nouveau pour nous comme Manitobains, mais c'est pas nouveau comme concept et on doit le réaffirmer, on doit trouver justement de nouvelles façons à l'affirmer. Si tu veux comprendre le Manitoba, tu dois comprendre sa francophonie, absolument. Bon, eh bien, j'aimerais vous remercier très chaleureusement pour cette belle discussion qui, on l'espère tous, va porter fruit dans les prochains mois, la semaine prochaine avec les rencontres de validation. Et est-ce que tu pourrais donner les endroits, s'il te plaît, pour que les gens qui nous suivent sur Internet puissent aller oui, il y a... merci. C'est aussi une publicité dans la liberté pour ceux qui veulent avoir quelque chose d'écrit. L'édition qui sort demain. Mais ce soir. Est-ce que je l'ai assez dit? Lundi 20 juin, au centre d'accès Saint-Boniface sur Goulet. Un endroit très chaleureux. En passant, il faut le visiter, donc c'est l'occasion de le faire. De 18h30 à 21h30. Et il y aura vidéoconférence disponible au centre de service bilingue à Notre-Dame-de-Lourdes. Le 21 juin, de 18h30 encore à 21h, au centre de service bilingue de la région de la Rivière-Seine, donc à Sainte-Anne, avec vidéoconférence disponible à Saint-Boniface, au centre d'accès, et à Saint-Laurent, au centre d'accès. Le 21 juin, même date, au centre de service bilingue de la Rivière-Rouge, donc à Saint-Pierre-Joli, encore une fois avec vidéoconférence à Saint-Boniface et à Saint-Laurent. Donc si vous êtes à Saint-Boniface et Saint-Laurent, vous pourrez faire d'une pierre deux coups. Le 22 juin, au centre de service bilingue de la région de la Montagne, à Notre-Dame-de-Lourdes, avec vidéoconférence disponible au centre de service bilingue de Saint-Boniface et Saint-Laurent.